Avez-vous déjà pris un instant pour considérer l'immensité de l'invisible qui vous compose? Chose incroyable, 99,999% du volume de chaque atome résidant dans votre propre corps n'est constitué que de vide pur. Cette statistique donne le vertige. Si nous avions la capacité technique d'extraire tout cet espace vide situé entre les noyaux atomiques et leurs électrons, la population humaine tout entière pourrait être compressée pour tenir dans le volume d'un simple petit morceau de sucre. Mais alors, un paradoxe fondamental surgit et bouscule nos certitudes. Si le vide n'est par définition qu'une absence de tout, une vacuité absolue, comment se fait-il qu'il puisse posséder des propriétés physiques mesurables et concrètes? Pourquoi ce néant apparent a-t-il le pouvoir de dicter sa vitesse limite à la lumière? Par quel mystère ce vide se courbe-t-il et se déforme-t-il sous le poids colossal des étoiles? Nous avons été éduqués à percevoir notre réalité comme une simple collection d'objets matériels jetés au milieu d'un grand vide. Pourtant, la science moderne nous invite aujourd'hui à renverser totalement cette perspective. Il s'avère que ce que nous appelons les objets ne sont peut-être que des distorsions temporaires et locales de la vacuité elle-même. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'exploration de la matière du vide pour comprendre que ce rien est probablement le quelque chose le plus crucial de toute l'histoire de la connaissance humaine. L'histoire de notre incompréhension face au vide a commencé bien avant l'invention des télescopes ou des calculateurs quantiques. Elle prend racine dans une peur profonde, presque instinctive et viscérale, celle du néant. Pour saisir véritablement la nature du vide moderne, nous devons d'abord entreprendre un voyage dans le passé afin de réaliser à quel point l'esprit humain a résisté pendant des siècles à cette seule idée. Dans la Grèce antique, et tout particulièrement sous l'influence d'Aristote, les penseurs étaient convaincus d'une loi naturelle immuable. La nature a horreur du vide. Ce principe, connu sous le nom latin de horror vacui, a dominé la pensée occidentale pendant des millénaires. Aristote était un génie, mais sa vision de la physique reposait sur des déductions logiques qui nous semblent aujourd'hui naïves, bien qu'elles possédaient une cohérence interne implacable. Il raisonnait ainsi: si un environnement absolument vide existait, alors tout mouvement y deviendrait soit impossible, soit totalement dénué de sens. Dans son esprit, la vitesse d'un objet dépendait directement de la densité du milieu qu'il traversait. Plus le milieu était fin, plus le mouvement était rapide. Par conséquent, dans un vide parfait, la vitesse de n'importe quel corps devrait théoriquement devenir infinie. Puisqu'une vitesse infinie est une absurdité logique, dans le monde physique, Aristote concluait que le vide ne pouvait tout simplement pas exister. Cet argument singulier a maintenu la science dans une forme de captivité intellectuelle durant près de 2000 ans. Les hommes croyaient fermement que l'espace était toujours rempli par quelque chose, que ce soit de l'air ou une substance extrêmement subtile. Imaginez la difficulté pour un savant médiéval de concevoir un lieu où il n'y a absolument rien. C'était presque perçu comme un blasphème. Si Dieu est partout, comment pourrait-il exister un endroit où il est absent, c'est-à-dire un véritable rien? Mais l'histoire, fidèle à ses habitudes, a pris un tournant décisif grâce à un problème technique très concret. Au milieu du XVe siècle, des ingénieurs italiens se sont heurtés à un obstacle frustrant. Leurs pompes étaient incapables de faire monter l'eau à une hauteur supérieure à 10 mètres et quelques centimètres. C'était comme une frontière magique infranchissable. Pourquoi la nature, censée craindre le vide, cessait-elle soudainement de résister exactement au 11e mètre? C'est ici qu'intervient Evangelista Torricelli, l'élève du grand Galilée. En 1643, il réalise une expérience qui va littéralement briser les fondations de la philosophie antique. Torricelli prend un tube de verre d'environ 1 mètre de long, scellé à une extrémité, le remplit de mercure et le retourne dans un bassin contenant également du mercure. Le résultat est spectaculaire. Le mercure dans le tube descend, mais ne s'écoule pas totalement. Il s'arrête précisément à la marque de 760 mm. Le plus important n'était pas le métal liquide,
mais l'espace qui venait de se créer dans la partie supérieure du tube, au-dessus de la colonne de mercure. Il n'y avait pas d'air, pas de vapeur significative. Il n'y avait rien. On appela cet espace le vide de Torricelli. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme avait créé et pouvait observer de ses propres yeux un fragment de néant. Ce fut un choc immense pour ses contemporains. Mais Torricelli alla plus loin. Il comprit que le mercure n'était pas retenu par une mystérieuse force d'attraction venant du vide, mais par la pression de l'air extérieur. Nous vivons tous au fond d'un immense océan d'air qui pèse sur nous avec une force incroyable, une pression que nous ne remarquons même plus par habitude. L'air appuie sur le mercure dans le bassin, équilibrant ainsi le poids de la colonne de mercure dans le tube. Et lorsque cette pression atmosphérique change, la hauteur de la colonne change aussi. C'est ainsi que le baromètre fut inventé. Pourtant, malgré l'évidence, les débats ne s'éteignirent pas. Les sceptiques affirmaient encore qu'il ne s'agissait pas de vide, mais d'esprits subtils, d'éther ou de vapeur invisible. À ce moment précis, Blaise Pascal entre en scène. Homme d'une rigueur absolue, il décide de vérifier l'hypothèse de Torricelli à une échelle monumentale. En 1648, il demande à son beau-frère, Florin Perrier, de gravir le sommet du Puy-de-Dôme, en France, avec un tube de mercure. La logique de Pascal était sans faille. Si le mercure est maintenu par la pression de l'air, alors au sommet de la montagne, là où la couche d'air au-dessus de nous est plus fine, la colonne de mercure doit nécessairement descendre. Et c'est exactement ce qui se produisit. Au sommet, la hauteur de la colonne était inférieure de 75 mm par rapport au pied de la montagne. Ce fut une preuve triomphale. Le vide existe bel et bien, et l'air est une matière pesante. Quelques années après les prouesses de Pascal, en 1654, le physicien allemand Otto von Guericke organisa une démonstration encore plus spectaculaire, passée à la postérité sous le nom des hémisphères de Magdebourg. Il scella 2 demi-sphères de cuivre et en expulsa l'air à l'aide d'une pompe à vide de son invention. Le résultat fut proprement incroyable. 16 chevaux, répartis en 2 groupes de 8 de chaque côté, furent totalement incapables de séparer ces 2 morceaux de métal. Cette expérience montra de manière frappante la force titanesque de la pression atmosphérique et la puissance paradoxale du vide qui régnait à l'intérieur. Cependant, ces expériences historiques ont aussi fait naître en nous une première méprise fondamentale. Nous avons commencé à percevoir le vide comme une simple absence de substance. Pour l'esprit humain de l'époque, le vide était devenu synonyme d'un contenant propre, une sorte de chambre dont on aurait simplement retiré les meubles. Mais à mesure que la physique progressait, des anomalies troublantes firent alors leur apparition. Si le vide est un rien absolu, comment la lumière des étoiles lointaines parvient-elle à le traverser pour atteindre nos yeux ? Nous savons que le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Dans l'immensité de l'espace, personne ne peut entendre un cri, car les ondes sonores ne sont que des vibrations de molécules d'air. Pourtant, la lumière voyage avec une aisance parfaite à travers des millions d'années-lumière de vacuité. Cette constatation a mené à la naissance d'une idée audacieuse, l'éther. Les scientifiques du XIXe siècle, à l'image de James Clerk Maxwell, ne pouvaient accepter l'idée qu'une onde puisse exister sans un milieu de support. Ils ont alors imaginé l'éther, une substance insaisissable, sans poids, infiniment rigide et pourtant infiniment raréfiée, qui remplirait chaque recoin du vide. Ainsi, le vide cessait à nouveau d'être vide pour devenir éthéré. Durant tout le XIXe siècle, les physiciens ont tenté par tous les moyens de détecter cet éther. C'était une véritable enquête policière scientifique. Si la Terre se déplace à travers l'éther, un vent d'éther devrait logiquement apparaître. C'est un peu comme lorsque vous sortez la tête par la fenêtre d'une voiture lancée à toute allure. Vous ressentez immédiatement le flux de l'air. En 1887, Albert Michelson et Edward Morley menèrent leur célèbre expérience pour tenter de capturer ce vent mystérieux grâce à la lumière. Et le résultat fut un choc. Ils ne trouvèrent absolument rien.
Le vent d'éther n'existait pas. Ce fut l'effondrement de la vision classique du monde. Si l'éther n'existe pas, cela signifie que la lumière voyage bel et bien dans le vide. Mais comment un tel miracle est-il possible ? Face à l'échec de la détection de l'éther, la physique se trouvait dans une impasse totale. C'est alors qu'en 1905, un modeste employé du bureau des brevets de Berne, un certain Albert Einstein, propose une solution d'une audace inouïe. Il décide tout simplement de jeter l'éther aux oubliettes de l'histoire. Einstein postule que la vitesse de la lumière est une constante universelle, une limite indépassable qui ne dépend aucunement du mouvement de l'observateur. La lumière n'a plus besoin de béquilles et de matériel pour se déplacer. Elle est un objet physique autonome. Grâce à sa théorie de la relativité restreinte, le vide semble redevenir cet espace pur et transparent que nous imaginions. Mais ce calme n'était qu'une brève respiration avant la découverte la plus bouleversante de toute l'histoire des sciences. Pendant qu'Einstein redéfinissait les lois de l'espace et du temps à grande échelle, d'autres esprits brillants comme Max Planck, Niels Bohr ou Werner Heisenberg commençaient à creuser dans les entrailles de la matière. Ce qu'ils y découvrirent aurait fait frémir Aristote lui-même. Ils réalisèrent que si nous pouvions observer le vide à travers un microscope d'une puissance infinie, il cesserait instantanément de paraître vide. À l'échelle quantique, la notion même de vide perd tout son sens habituel. Imaginez que vous regardiez un nuage de très loin. Il vous semble lisse, paisible, presque solide. Pourtant, si vous pénétrez à l'intérieur avec un avion, vous découvrez des courants de vapeur déchaînés, des gouttelettes en mouvement perpétuel et une turbulence féroce. Le vide est exactement identique à ce nuage. Ce que Torricelli et Pascal prenaient pour un néant total est en réalité le théâtre d'événements d'une violence inouïe. Selon la théorie quantique des champs, chaque point de l'espace ne contient pas rien, mais abrite ce que les physiciens appellent un oscillateur quantique. Visualisez un champ infini, parsemé de milliards de minuscules ressorts invisibles. Même si personne ne les touche, ces ressorts ne s'arrêtent jamais complètement de vibrer à cause du principe d'incertitude. Ce frémissement incessant est la trame même dont notre univers est tissé. Pendant longtemps, nous avons cru que le vide était la scène sur laquelle jouaient les acteurs, que sont les particules. Aujourd'hui, nous comprenons que la scène elle-même est constituée des mêmes planches que les acteurs. Plus surprenant encore, cette scène donne sans cesse naissance à des acteurs qu'elle finit par engloutir en quelques millièmes de seconde. C'est une histoire complexe et vertigineuse. Nous sommes passés d'une nature qui a horreur du vide à un vide qui, en réalité, n'existe pas car tout est rempli par des champs quantiques vibrants. Nous parvenons ici à une conclusion qui bouleverse totalement notre logique quotidienne. Le vide n'est pas ce qui reste lorsque l'on a tout enlevé. Il est au contraire la source fondamentale dont tout surgit. Pour un physicien contemporain, le terme vide ne désigne plus une vacuité absolue, mais définit l'état d'un système possédant le niveau d'énergie le plus bas physiquement possible. Cependant, il existe un secret fascinant. Cette énergie minimale n'est pas égale à zéro. C'est précisément dans cette infime et mystérieuse différence entre le néant absolu et ce minimum d'énergie que se cache toute la puissance du cosmos, la masse de votre propre corps et les secrets de la naissance des galaxies. Au cours du XXe siècle, les chercheurs ont compris que le vide n'était pas un simple réceptacle passif, mais une véritable étoffe dotée d'une élasticité et d'une géométrie complexe. Même Albert Einstein, après avoir initialement écarté l'idée d'un milieu de support, a fini par reconnaître à la fin de sa vie qu'un espace totalement dépourvu de propriétés physiques était tout simplement impensable. Imaginez qu'à chaque seconde, dans chaque centimètre cube d'espace qui vous entoure, même dans le vide le plus profond situé entre les étoiles lointaines, des trilliards d'événements se produisent simultanément. Des particules surgissent de nulle part pour s'évanouir l'instant d'après. Les champs oscillent en permanence et l'espace semble respirer. Cette constatation nous mène à une réalité poignante. Nous ne sommes jamais véritablement seuls, car nous sommes immergés en permanence dans cet océan infini,
vivant et vibrant de rien. Si ce vide est animé d'une telle activité, nous devons nous poser une question fondamentale. Qu'est-ce que la matière elle-même ? Ne serait-il pas possible que tout ce que nous voyons, des montagnes aux étoiles, ne soit en réalité qu'un vide figé ou excité d'une manière très particulière ? Cette idée, bien que fantastique, est celle vers laquelle la science moderne nous pousse inévitablement. Nous ne faisons que commencer notre plongée dans cet abîme, et plus nous descendrons, plus les découvertes seront incroyables. En comprenant la nature de ce rien, nous pourrions enfin saisir comment tout le reste est construit. Désormais, quand vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne et que vous observerez les espaces sombres entre les astres, souvenez-vous que vous ne contemplez pas de la simple obscurité. Vous regardez la structure la plus dense, la plus complexe et la plus énigmatique de tout l'univers. Une structure qui commence à peine à nous révéler ses secrets. L'humanité a appris à créer ce vide en laboratoire, mais elle s'est aussitôt heurtée à une nouvelle énigme. Pourquoi, si nous avons retiré tout l'air, pouvons-nous encore voir ce qui se passe à l'intérieur ? Comment la lumière peut-elle traverser sans encombre un espace où il ne reste plus une seule molécule de matière ? Lorsqu'il s'agissait de comprendre les ondes, la logique des physiciens était d'une rigueur absolue. Imaginez la surface d'un lac parfaitement calme. Si vous y jetez une pierre, des cercles concentriques se propagent à partir du point d'impact. Ce sont des ondes. Mais qu'est-ce qu'une vague dans l'eau ? Ce n'est pas une entité indépendante qui voyage seule. C'est simplement l'oscillation des molécules d'eau elles-mêmes. L'eau ne s'écoule pas avec la vague. Elle se contente de monter et de descendre, transmettant son énergie à ses voisines. Si vous retirez l'eau du lac, les ondes disparaissent instantanément, car elles ne peuvent exister sans un milieu de support. Le même phénomène s'observe avec le son. Quand je parle, mes cordes vocales font vibrer l'air qui m'entoure. Ces vibrations se transmettent de molécule en molécule jusqu'à atteindre votre oreille. Le son est, par définition, une onde voyageant dans l'air. Si nous faisons l'expérience de pomper tout l'air contenu sous une cloche de verre où se trouve un marteau frappant un timbre métallique, nous verrons le mouvement du marteau, mais nous n'entendrons strictement rien. Sans milieu, il n'y a pas d'onde. C'est ici que les plus grands esprits du XIXe siècle se sont retrouvés face à une impasse totale. Les expériences de Thomas Young et les calculs théoriques brillants de James Clerk Maxwell avaient pas déjà prouvé que la lumière était, elle aussi, une onde. Mais si la lumière est une onde, qu'est-ce qui vibre réellement dans le vide ? Quelle est cette eau ou cet air mystérieux qui transporte le signal lumineux depuis une étoile lointaine jusqu'à notre rétine ? C'est ainsi qu'est née la conception de l'éther luminifère. Ce fut sans doute l'idée la plus étrange et la plus contradictoire de toute l'histoire de la physique. Les scientifiques ont supposé que l'espace entier de l'univers, que ce soit à l'intérieur des corps solides ou dans le vide profond du cosmos, était rempli d'un milieu spécial. Cet éther devait être incroyablement raréfié pour ne pas entraver le mouvement des planètes. Considérez que la Terre fonce sur son orbite à une vitesse d'environ 30 km par seconde. Si l'éther avait la densité de l'eau, notre planète aurait été freinée depuis longtemps et se serait écrasée sur le Soleil. L'éther devait donc être presque sans poids. Mais d'un autre côté, la lumière se déplace à une vitesse hallucinante de près de 300 000 km par seconde. Or, selon les lois de la mécanique, plus un milieu est rigide, plus les ondes s'y propagent rapidement. Pour permettre une telle vélocité à la lumière, l'éther aurait dû être des millions de fois plus rigide que l'acier le plus solide. Visualisez ce paradoxe, une substance invisible et impalpable, à la fois plus fluide que l'air et plus dure que le diamant. Cette histoire est particulièrement complexe, car les physiciens de l'époque étaient prêts à accepter cet absurde plutôt que d'imaginer une onde voyageant dans le néant. Le vide devait obligatoirement être rempli de quelque chose de matériel. James Clerk Maxwell, en créant sa théorie de l'électromagnétisme, s'est d'ailleurs appuyé sur un modèle mécanique de l'éther. Il le représentait comme un système complexe de minuscules tourbillons et d'engrenages. Ces équations, qui sont aujourd'hui considérées comme le sommet du génie humain,
n'était avec pour lui que la description de tensions mécaniques au sein de cet éther omniprésent. Dans les années 1860, il semblait que nous étions sur le point de saisir ce secret. Pourtant, la science est une discipline sans pitié. Si l'éther existe et remplit tout l'espace, la Terre doit nécessairement se déplacer à travers lui. C'est comme si vous rouliez dans un cabriolet ouvert. Même par temps calme, votre propre mouvement vous fait ressentir un vent sur votre visage. Les savants appelèrent cela le vent d'éther. La logique était simple. Si l'on mesurait la vitesse de la lumière dans le sens du mouvement de la Terre et dans le sens opposé, les résultats devraient être différents. Dans un cas, le vent d'éther pousserait la lumière et dans l'autre, il la freinerait. Nous sommes en 1887. L'ambiance dans le monde scientifique est à la fois électrique et empreinte d'une confiance absolue. Pour les savants de cette fin de siècle, l'existence de l'éther n'est plus une simple hypothèse. C'est une nécessité logique indispensable à la survie de la physique elle-même. Si l'éther existe et qu'il remplit chaque recoin de l'univers, alors la Terre, dans sa course effrénée autour du Soleil, doit obligatoirement fendre cette substance invisible. C'est ce mouvement que deux physiciens américains, Albert Michelson et Edward Morley, décident de mettre en évidence dans un laboratoire de Cleveland, dans l'Ohio. L'idée de leur expérience est d'une élégance rare et d'une précision qui, pour l'époque, frise le miracle technique. Pour traquer ce vent d'éther insaisissable, ils conçoivent un instrument révolutionnaire, l'interféromètre. Le principe repose sur une manipulation subtile de la lumière. Un faisceau lumineux est projeté vers un miroir semi-réfléchissant qui divise la lumière en deux bras distincts, orientés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre. Après avoir parcouru des distances strictement égales, les deux rayons reviennent se rejoindre pour fusionner à nouveau. La logique de Michelson et Morley est implacable. Si la Terre se déplace à travers un éther immobile, alors l'un des rayons de lumière devrait voyager dans le sens du courant d'éther, tandis que l'autre voyagerait perpendiculairement à celui-ci. Comme un nageur qui lutte contre le courant d'une rivière par rapport à un autre qui la traverse de rive à rive, l'un des rayons devrait accuser un léger retard par rapport à son jumeau. Ce décalage infime, de l'ordre de quelques milliardièmes de seconde, devrait se manifester par une figure d'interférence bien spécifique, faite de franges claires et sombres, visibles par les chercheurs. Les deux scientifiques s'attendent à une sensation mondiale. Ils s'attendent à pouvoir enfin mesurer la vitesse exacte de la Terre par rapport à cet éther absolu et immobile. Ils effectuent leurs mesures avec un soin maniaque, faisant pivoter leur appareil pesant plusieurs tonnes sur un bain de mercure pour éviter la moindre vibration parasite. Ils répètent l'expérience à différents moments de la journée et à différentes périodes de l'année pour tenir compte de tous les angles possibles. Mais le résultat qui s'affiche sous leurs yeux est un choc total. L'appareil ne montre rien, absolument rien. Il n'y a aucun vent d'éther. Quel que soit le sens de rotation de l'instrument, quelle que soit la saison, la vitesse de la lumière reste désespérément identique dans toutes les directions. Pour Michelson et Morley, c'est une débâcle. Ils pensent pour d'abord que leur instrument est défaillant. On imagine alors des théories complexes pour sauver l'éther. Peut-être que la Terre entraîne l'éther avec elle dans sa course, créant une sorte de cocon immobile autour de notre planète. Mais cette idée est rapidement contredite par l'observation des étoiles lointaines. La physique classique entre alors dans la crise la plus profonde de son histoire. L'éther est théoriquement indispensable pour expliquer les ondes lumineuses, mais expérimentalement, il semble n'avoir aucune existence réelle. C'est dans ce climat de confusion totale qu'apparaît, en 1905, un jeune employé du bureau des brevets de Berne, dont le nom va devenir synonyme de génie, Albert Einstein. Einstein observe ce chaos avec un regard neuf et une indépendance d'esprit absolue. Là où ses aînés s'épuisent à inventer des mécanismes de plus en plus complexes pour sauver l'idée d'un milieu matériel remplissant le vide, Einstein prend une décision d'une audace radicale. Il propose simplement de jeter l'éther à la poubelle de l'histoire. Imaginez, dit-il en substance, que la vitesse de la lumière soit constante par elle-même. Imaginez qu'elle soit une constante universelle et absolue.
qui ne dépend absolument pas du fait que vous vous déplaciez vers la source lumineuse ou que vous vous en éloigniez. Pour Einstein, la lumière n'est pas l'oscillation d'une substance mystérieuse comme l'éther, elle est un objet physique autonome et indépendant. Elle n'a besoin d'aucun support, d'aucun milieu, d'aucune béquille matérielle pour voyager à travers le néant. Pour ses contemporains, cette affirmation sonne comme une pure folie. Comment une onde peut-elle être sa propre cause ? Mais Einstein va encore plus loin dans sa réflexion révolutionnaire. Il comprend que si nous abandonnons l'éther et que nous acceptons la constance absolue de la vitesse de la lumière, nous devons radicalement redéfinir notre compréhension de l'espace et du temps. Si la vitesse de la lumière ne change jamais, alors ce sont le temps et les distances qui doivent devenir flexibles. Ils doivent se contracter ou s'étirer pour garantir que cette constante de 300 000 km par seconde soit toujours respectée, quel que soit l'observateur. Avec la théorie de la relativité restreinte, le vide semble à nouveau redevenir une scène vide, un espace pur et transparent où la lumière file simplement vers sa destination sans interaction avec son environnement. Einstein a balayé les engrenages et les tourbillons de Maxwell pour restaurer une forme de clarté géométrique. Pourtant, ce triomphe de la simplicité ne fut qu'une courte trêve avant qu'Einstein lui-même ne vienne détruire cette nouvelle tranquillité à peine 10 ans plus tard, en 1915, avec la présentation de sa théorie de la relativité générale. À peine 10 ans après avoir libéré la physique du poudre de l'éther, en 1915, Albert Einstein allait lui-même briser cette nouvelle simplicité en présentant au monde sa théorie de la relativité générale. C'est à cet instant précis que l'histoire du vide prend un tournant spectaculaire et définitif. Einstein réalise une percée conceptuelle qui dépasse tout ce que l'humanité avait imaginé jusqu'alors. La gravité n'est pas une force invisible agissant à distance à travers un néant passif, comme le pensait Isaac Newton, mais elle est en réalité la géométrie même de l'espace-temps. Pour bien saisir la portée de cette idée, nous devons changer radicalement notre façon de visualiser l'univers. Cessons de voir le vide comme une absence et commençons à le percevoir comme une structure. Imaginez une immense toile de tissu, une membrane parfaitement lisse et tendue qui représenterait notre vide, notre espace. Dans cet état, la toile est plate, prévisible. Mais que se passe-t-il si vous y déposez une lourde boule de bowling ? La toile, sous le poids de l'objet, va se courber et s'affaisser, créant une dépression circulaire. Désormais, si vous lancez une petite bille à proximité de cette boule de bowling, elle ne se déplacera plus en ligne droite. Elle va glisser le long de la pente de cette courbure, tournoyant autour de l'objet massif. Ce mouvement n'est pas causé par une attraction magique ou une corde invisible tirant sur la bille. Il est dès la conséquence directe de la forme que l'espace a prise en ce point précis. En cet instant historique, le vide a cessé d'être une simple vacuité pour devenir une entité douée de propriétés physiques. Il est devenu élastique, capable de posséder une courbure, une tension et une forme. Einstein alla même jusqu'à affirmer que l'espace sans matière ne peut tout simplement pas exister, car l'espace lui-même est un champ physique. Cela nous mène à un constat troublant. Après avoir vigoureusement combattu l'idée de l'éther pour libérer la lumière, Einstein a fini par admettre, lors d'une célèbre conférence à l'université de Leyde en 1920, que nous ne pouvions pas nous passer d'une certaine forme d'éther en physique théorique. Cependant, il s'agissait d'un éther d'un genre totalement nouveau. Ce n'était plus une substance matérielle faite de rouages, de fluides ou de tourbillons mécaniques. C'était l'espace-temps lui-même, une structure fondamentale possédant des qualités physiques intrinsèques. Cette découverte a permis aux physiciens de comprendre que le vide est l'état fondamental du monde. Si vous pouviez retirer chaque grain de poussière, chaque étoile et chaque atome de l'univers, il vous resterait toujours cet espace-temps courbé, et cet espace posséderait encore de l'énergie. Pour mieux comprendre cette notion, les scientifiques utilisent souvent le terme de champ. Un champ est un mot que nous utilisons parfois pour masquer notre difficulté à comprendre le vide, mais il désigne une réalité bien concrète.
une tension invisible qui imprègne chaque millimètre de notre réalité. Vous ne pouvez pas toucher un champ magnétique ou un champ gravitationnel, mais ce sont eux qui dictent le comportement de chaque particule dans l'univers. Le vide est donc la somme de tous les champs possibles dans leur état le plus calme, le plus apaisé. On pourrait comparer cela au calme plat à la surface d'un océan. Même si l'eau est parfaitement immobile, elle est toujours là, avec toute sa masse et sa puissance potentielle. Au début du XXe siècle, l'illusion du vide classique, ce seau vide dans lequel on jetterait de la matière, s'est définitivement évaporé. Le seau est en réalité fabriqué dans le même matériau que l'eau qu'il contient. Une autre analogie puissante consiste à voir le vide, non pas comme le silence entre deux notes de musique, mais comme la corde elle-même sur laquelle la symphonie de l'univers est jouée. Lorsque la corde est immobile, nous percevons le vide. Mais dès qu'elle se met à vibrer, nous voyons apparaître des particules, de la lumière et de la matière. Mais une question demeure, si le vide est une corde, pourquoi ne s'arrête-t-elle jamais totalement de vibrer ? C'est sur ce seuil, à la frontière du monde macroscopique d'Einstein et du chaos microscopique, que les physiciens quantiques ont fait leur découverte la plus fracassante. Ils ont réalisé qu'à l'échelle de l'infiniment petit, le calme n'existe pas. Il existe un frémissement fondamental, une agitation perpétuelle que rien, absolument rien, ne peut arrêter. Dans la vision majestueuse de la physique classique d'Einstein, l'espace était perçu comme une étoffe aussi lisse et continue que de la soie précieuse. Certes, cette étoffe pouvait se courber, s'étirer ou se déformer sous le poids des des astres, mais elle restait toujours élégante, prévisible et parfaitement continue. Cependant, lorsque des esprits révolutionnaires comme Werner Heisenberg et Paul Dirac ont commencé à scruter les profondeurs du microcosme, ils ont apporté avec eux une notion que la science classique détestait par-dessus tout, le chaos. Ces pionniers de la mécanique quantique ont démontré une vérité qui ferait vaciller n'importe quelle certitude rationnelle. Ils ont prouvé que si nous tentions de mesurer l'énergie contenue dans un volume minuscule de vide, nous n'obtiendrions absolument jamais un zéro exact. Au lieu du calme plat que nous imaginions, nous nous heurtons à des oscillations perpétuelles et infinies, ce que les physiciens appellent aujourd'hui les fluctuations quantiques. C'est précisément ce phénomène vertigineux qui transforme le vide en une véritable matière. Le vide possède une densité d'énergie propre. Alors que nous avons été éduqués à considérer le vide comme la chose la plus légère et la plus immatérielle qui soit, la physique théorique nous suggère avec insistance exactement le contraire. Le vide pourrait bien être la chose la plus lourde et la plus dense de tout l'univers. Mais alors, une question brûlante surgit. Pourquoi ne ressentons-nous pas ce poids colossal ? Pourquoi ces vibrations furieuses ne nous déchirent-elles pas instantanément ? Nous touchons ici à l'un des plus grands mystères de la science contemporaine. Un problème si profond qu'il porte le nom de problème de la constante cosmologique. Nous observons, grâce à nos télescopes, que l'espace est en expansion et nous savons que l'énergie du vide est la force motrice de ce mouvement. Pourtant, lorsque nous essayons de calculer la valeur de cette énergie en utilisant les outils de la mécanique quantique, nous obtenons un résultat qui dépasse l'entendement. Le chiffre obtenu est 10 puissance 120 fois plus grand que ce que nous observons réellement dans le ciel. Pour bien réaliser l'ampleur de ce désastre mathématique, imaginez le chiffre 1 suivi de 120 zéros. Il n'existe aucun mot dans le langage courant pour nommer une telle immensité. Cette erreur de calcul est considérée par la communauté scientifique comme l'échec le plus spectaculaire et le plus embarrassant de toute l'histoire de la physique. Mais cet échec n'est pas une simple maladresse de mathématiciens. Il est l'indice flagrant que quelque chose de fondamental nous échappe encore concernant la trame même du néant. Nous nous retrouvons coincés entre deux mondes irréconciliables. D'un côté, nous avons l'espace d'Einstein, majestueux, fluide et calme, qui porte sur ses épaules le poids des galaxies. De l'autre, nous faisons face au monde bouillonnant et frénétique des champs quantiques, où le vide crée et détruit des mondes entiers en un clin d'œil. C'est au cœur de cette contradiction que se cache la vérité
sur notre propre nature. Car si le vide est une matière active, alors tout ce que nous considérons comme réel, nos corps, nos montagnes, notre soleil lui-même, ne sont que des motifs incroyablement complexes tissés sur cette substance phénoménale. Nous ne vivons pas simplement dans le vide, nous sommes le vide lui-même, une partie de cette vacuité qui, par un miracle de la complexité, a appris à penser et à poser un regard sur sa propre existence. Dans notre expérience quotidienne, nous sommes habitués à séparer les choses du vide. Il y a la table, il y a la chaise, et entre les deux, il n'y aurait rien, ou tout au plus de l'air. Pourtant, la théorie quantique des champs, qui a pris racine dans les années 20 et 30 du siècle dernier, nous ordonne d'oublier cette vision. Les objets matériels n'existent pas en tant que tels. Seuls les champs sont réels. Mais qu'est-ce qu'un champ pour un physicien ? Imaginez une immense toile invisible, une étoffe infinie qui serait tendue à travers l'univers tout entier, d'un horizon à l'autre. En réalité, il n'y a pas qu'une seule toile, mais une multitude de ces nappes superposées les unes aux autres. Il existe un champ pour les électrons, un autre pour l'électromagnétisme, un champ de Higgs et des dizaines d'autres encore. Chacun d'eux vous traverse en ce moment même, passe à travers les murs de votre maison, traverse les planètes et les étoiles les plus lointaines, ce que nous appelons une particule, comme un électron par exemple, n'est pas une petite bille solide voyageant dans le néant. C'est en réalité une excitation minuscule, une sorte de sursaut ou de ride à la surface du champ correspondant. Imaginez la surface d'un océan par temps calme. Elle est lisse. C'est l'état de vide de ce champ. Mais si vous y jetez une pierre, une vague apparaît. Cette vague, ce paquet d'énergie localisée, est ce que nos sens perçoivent comme une particule. La question fondamentale devient alors la suivante. Que se passe-t-il dans ce champ lorsqu'il n'y a aucune vague apparente ? Lorsqu'il n'y a aucune particule, nous appelons cela l'état de vide. Dans l'ancienne physique, nous aurions dit qu'en ce point, la valeur du champ est égale à zéro, qu'il règne un silence absolu et que rien ne se produit. Cependant, le génie de Paul Dirac et de ses collègues a révélé une réalité bien différente. Le champ quantique n'est pas un milieu passif. Selon les lois de la mécanique quantique, un champ ne peut tout simplement pas se trouver dans un état de repos absolu. La cause de cette agitation perpétuelle est le principe d'incertitude de Werner Heisenberg. Pour le visualiser, imaginez un petit ressort au bout duquel est fixé un poids. Dans le monde classique, vous pourriez arrêter ce poids, le poser sur une table et dire que sa vitesse est nulle et sa position exacte. L'énergie du système serait alors de zéro. Mais dans le monde quantique, cela est interdit. Si vous fixez précisément la position, la vitesse s'emballe. Si vous immobilisez la vitesse, vous perdez le contrôle de la position. En fin de compte, ce ressort quantique effectue toujours, absolument toujours, des oscillations minuscules et à peine perceptibles. Les physiciens nomment cela les oscillations du point zéro. Le vide de n'importe quel champ quantique est donc constitué d'une infinité de ces ressorts invisibles présents en chaque point de l'espace et tous tremblent à l'unisson. Même s'il n'y a aucun atome dans une pièce, même s'il n'y a aucun photon de lumière, ces champs vibrent encore. Ce frémissement est une propriété fondamentale de la réalité elle-même. L'histoire de notre compréhension moderne du vide a franchi une étape décisive grâce à l'esprit de Paul Dirac, l'un des physiciens les plus silencieux et les plus brillants du XXe siècle. En tentant d'unifier la mécanique quantique et la théorie de la relativité, Dirac a formulé son équation célèbre pour l'électron. Cependant, cette équation a révélé un résultat terrifiant. Elle prédisait que les électrons pouvaient posséder une énergie négative. À l'époque, cette idée semblait totalement absurde dans le domaine de la physique. Avoir une énergie négative revenait à imaginer que l'on possède moins 5 pommes dans sa poche. Pour sauver sa théorie et la cohérence du monde, Dirac a proposé une conception révolutionnaire que l'on a nommée plus tard la mère de Dirac. Il a suggéré que ce que nous percevons comme un vide total est en réalité rempli jusqu'au bord d'électrons possédant une énergie négative.
Nous ne les voyons pas car ils sont répartis de manière parfaitement uniforme partout dans l'univers. Nous ressemblons à des poissons vivant dans les abysses qui ignoreraient l'existence même de l'eau parce qu'elle les entoure depuis leur naissance. Pourtant, si nous projetons suffisamment d'énergie dans cet océan de vide, nous pouvons littéralement expulser l'un de ces électrons vers l'extérieur. À ce moment-là, nous voyons apparaître un électron ordinaire, mais à l'endroit précis où il se trouvait, il reste un vide, une sorte de trou. Ce trou se comporte alors comme une particule réelle, mais dotée d'une charge positive. C'est ainsi que Dirac a prédit l'existence de l'antimatière, et plus précisément du positron. Quelques années plus tard, la découverte réelle du positron a prouvé que le vide est une structure d'une complexité inouïe. L'antimatière est, au sens littéral, un trou dans le néant. Cette vision a été enrichie plus tard par Richard Feynman, lauréat du prix Nobel, qui a introduit le concept de particules virtuelles. Puisque le vide oscille en permanence, ces fluctuations d'énergie peuvent donner naissance, durant un instant infinitésimal, à une paire de particules. Par exemple, un électron et un positron surgissent du néant, mais la nature ne leur permet d'exister que pendant une durée extrêmement courte, de l'ordre de 10 puissance moins 21 secondes. Ils naissent, se heurtent et s'annihilent presque instantanément, rendant l'énergie empruntée au vide. Ce processus n'est pas une simple curiosité théorique, il se produit absolument partout et à chaque instant. En ce moment même, dans l'espace situé entre votre visage et votre écran, des milliards et des trilliards de ces paires fantômes voient le jour et meurent en un éclair. Bien qu'elles soient assez qualifiées de virtuelles, car on ne peut pas les capturer directement avec un détecteur, elles laissent une trace indélébile sur le monde réel. Par exemple, lorsque deux électrons réels s'approchent, ils ne se contentent pas de se repousser. Ils échangent des photons virtuels nés du vide. Le vide agit comme le médiateur universel, le service postal de l'univers. Sans cette activité incessante du néant, l'électromagnétisme n'existerait pas, la lumière ne voyagerait pas, et les atomes eux-mêmes ne pourraient pas se maintenir. Mais le fait le plus stupéfiant concerne votre propre corps. Lorsque vous montez sur une balance et que vous voyez s'afficher votre poids, disons 80 kg, la majeure partie de cette masse provient des protons et des neutrons de vos atomes. Or, si l'on additionne la masse des quarks individuels qui composent ces protons, on ne parvient qu'à environ 1% de la masse totale. D'où proviennent alors les 99% restants ? La réponse est proprement vertigineuse. Ils proviennent de l'énergie des interactions et de l'énergie des champs quantiques bouillonnant dans le vide à l'intérieur du proton. Nous sommes, au sens le plus physique du terme, constitués de l'énergie du vide en ébullition, emprisonnée à l'intérieur des particules élémentaires. Notre masse n'est qu'un effet secondaire de l'activité vitale du néant. Vers le milieu du XXe siècle, la communauté scientifique nourrissait une confiance presque absolue dans sa compréhension de l'atome. L'équation de Paul Dirac, dont nous avons déjà souligné le génie, semblait décrire le comportement des électrons au sein de l'atome d'hydrogène avec une élégance et une précision jamais égalées. Selon cette théorie, tous les niveaux d'énergie de l'électron étaient parfaitement prédits. Pourtant, en 1947, un événement inattendu allait forcer les physiciens à remettre en question l'intégralité de leurs connaissances sur le monde quantique. Willis Lamb et Robert Rutherford entreprirent alors une expérience révolutionnaire. En utilisant de nouvelles méthodes de spectroscopie par micro-ondes, initialement développées pour les radars pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se mirent à étudier la structure fine de l'atome d'hydrogène. Ce qu'ils découvrirent fut proprement inexplicable selon les lois alors en vigueur. D'après les calculs de Dirac, deux états énergétiques spécifiques de l'électron devaient posséder une énergie absolument identique. En d'autres termes, ils devaient être ce que les physiciens appellent des niveaux dégénérés. Mais l'observation de Lamb fut sans appel. Il existait une différence infime, mais bien réelle, entre ces deux états. Ce phénomène, qui allait devenir célèbre sous le nom de décalage de Lamb, fit l'effet d'une bombe dans le milieu scientifique.
Pourquoi cette minuscule différence représentait-elle une telle sensation? Parce qu'elle indiquait la présence, au cœur même de l'atome, d'une force ou d'une interaction cachée que la théorie existante ignorait totalement. Les plus grands théoriciens de l'époque se lancèrent alors dans une quête effrénée pour trouver une explication. C'est Hans Bethe qui, lors d'un trajet en train, esquissa les premiers calculs sur un coin de table. Il émit une hypothèse audacieuse. La cause de ce décalage ne résidait pas dans l'électron lui-même, mais dans son environnement immédiat, c'est-à-dire dans le vide. Imaginez un instant un électron en orbite autour de son noyau. Dans la vision classique, il se déplace dans un espace totalement pur. Mais nous savons désormais que le vide est saturé de particules virtuelles et d'oscillations spontanées de champs. L'électron, au sein de l'atome, subit un bombardement incessant de la part de ces entités fantomatiques. Il se retrouve sous une pluie continue de photons virtuels. Cette agitation permanente provoque chez l'électron un mouvement chaotique, une sorte de frémissement quantique. À cause de cette vibration imposée par le vide, l'électron occupe un volume légèrement plus vaste que ce que prévoyait la théorie classique. Son interaction avec le champ électrique du noyau s'en trouve subtilement modifiée, ce qui conduit précisément au décalage énergétique observé par Lamb. Lorsque Hans Bethe et ses collègues intégrèrent enfin l'énergie d'interaction de l'électron avec les oscillations du point zéro du vide dans leurs équations, le miracle se produisit. Les chiffres concordèrent parfaitement. Le décalage de Lamb calculé correspondait au résultat expérimental avec une précision époustouflante. Ce fut le triomphe de l'électrodynamique quantique, la théorie décrivant l'interaction entre la lumière et la matière. Il devint alors évident qu'il est impossible de comprendre l'atome si l'on ignore le vide. Le vide n'est pas un simple décor, il est une partie constituante de l'atome lui-même. L'électron ressent la présence du néant dans chaque fibre de son être particulière. Sans cette influence invisible du vide, toutes les réactions chimiques de notre univers se dérouleraient de manière différente et la structure même de la matière, telle que nous la connaissons, n'existerait pas. Mais les manifestations du vide ne s'arrêtent pas là. Elles se révèlent également à travers d'autres phénomènes physiques d'une beauté mystique. Pensons par exemple au rayonnement de Cherenkov. Beaucoup ont pu observer cette lueur bleue spectrale sur les photographies de réacteurs nucléaires immergés dans l'eau. On l'explique généralement par le fait qu'une particule se déplace dans un milieu à une vitesse supérieure à celle de la lumière dans ce même milieu, créant une onde de choc lumineuse similaire au bang supersonique d'un avion. Toutefois, il existe un lien subtil entre ce rayonnement et le vide. La physique nous enseigne que dans un vide parfait, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, cette constante absolue de 300 000 km par seconde. Pourtant, le vide lui-même, sous l'influence de champs extrêmement puissants, peut voir ses propriétés optiques se transformer. Cela nous amène à concevoir le vide comme un milieu diélectrique, chose incroyable, en présence de champs magnétiques extrêmes comme ceux que l'on trouve à proximité des pulsars ou des magnétars. Le vide commence à se comporter comme un cristal. Il acquiert une propriété appelée biréfringence. La lumière traversant ce type de néant se divise en deux rayons voyageant à des vitesses distinctes. Cela se produit parce que le champ magnétique polarise les particules virtuelles du vide, les alignant selon un ordre précis. Dans ces conditions extrêmes, le vide cesse d'être isotrope pour devenir structuré. C'est une preuve supplémentaire que le vide est une matière que l'on peut tendre, comprimer ou orienter grâce à l'énergie. Si le vide peut être polarisé, cela signifie qu'il possède sa propre viscosité interne pour différents processus physiques. Les chercheurs discutent même de la possibilité théorique d'un rayonnement de Cherenkov se produisant directement dans le vide sous certaines conditions quantiques extrêmes. Bien que cela semble paradoxal par rapport à la limite de la vitesse de la lumière, la théorie quantique des champs autorise des situations où, à cause de l'interaction avec les particules virtuelles, la lumière réelle voyage un soupçon plus lentement que la limite idéale, permettant à d'autres particules de la dépasser. Un autre aspect fondamental réside dans ce que l'on appelle les corrections radiatives.
Chaque fois que les scientifiques mesurent le moment magnétique de l'électron, ils constatent qu'il diffère légèrement d'un nombre entier. Cet écart minuscule, nommé moment magnétique anormal, a été calculé avec une précision allant jusqu'à la 12e décimale. Ce calcul repose entièrement sur la manière dont l'électron interagit avec les particules virtuelles du vide. C'est, à ce jour, la vérification la plus précise de toute la physique moderne. Elle nous confirme sans l'ombre d'un doute. Le vide est réel, il est au là, et il fonctionne avec la précision d'une horlogerie suisse. Ces découvertes nous obligent à une réflexion plus profonde. Nous ne voyons jamais les particules dans leur état nu. Nous les observons toujours à travers le prisme déformant du vide. Ce que nous définissons comme la masse ou la charge électrique est déjà le résultat d'une interaction permanente avec la vacuité. Si le vide influence aussi puissamment le microcosme, ne pourrait-il pas être la clé des plus grands mystères du macrocosme ? Chaque fois que vous percevez la lumière ou que vous ressentez la chaleur du soleil, chaque fois que vous existez en tant qu'assemblage stable d'atomes, vous êtes redevable de cette danse invisible des particules virtuelles. Le vide n'est pas seulement situé quelque part entre les galaxies lointaines, il réside au cœur de chacun de vos protons. Il accompagne chaque mouvement de vos électrons. Nous sommes des êtres nés et portés par l'énergie de la vacuité. Comprendre cela est sans doute l'une des étapes les plus essentielles pour saisir notre véritable place dans l'univers. Lorsque nous parlons du vide bouillonnant et des particules virtuelles, cela ressemble souvent à une belle abstraction mathématique, presque à une forme de poésie scientifique. Il est facile d'affirmer que, dans l'obscurité du néant, des événements se produisent en permanence, mais comment le prouver concrètement ? Comment s'assurer que tout cela n'est pas simplement un modèle pratique pour les calculs, mais une réalité physique indéniable ? La réponse à cette interrogation fondamentale fut trouvée en 1948 par le physicien hollandais Hendrik Casimir. Sa découverte demeure, encore aujourd'hui, l'une des confirmations les plus stupéfiantes du fait que le vide est une matière active. Imaginez une expérience de pensée d'une simplicité désarmante. Prenez 2 plaques métalliques parfaitement lisses. Ces plaques ne doivent posséder aucune charge électrique et ne doivent pas être aimantées. Placez-les dans un vide profond, totalement débarrassé de tout air ou rayonnement extérieur. Disposez-les parallèlement l'une à l'autre à une distance extrêmement réduite, de l'ordre de quelques microns, soit une distance bien plus fine qu'un cheveu humain. Selon les lois de la physique classique, il ne devrait strictement rien se passer entre elles, car les plaques sont neutres et entourées par le vide. Cependant, Casimir, en se basant sur la théorie quantique des champs, a prédit un phénomène étrange. Ces plaques allaient commencer à s'attirer mutuellement. Et la cause de cette attraction ne serait ni la gravité, ni le magnétisme. Elle serait littéralement compressée par le vide lui-même. Mais comment le vide peut-il exercer une pression ? Pour le comprendre, reprenons notre analogie des ondes océaniques. Imaginez un océan où s'agitent perpétuellement des vagues de toutes les longueurs possibles, des lames immenses jusqu'aux rides les plus infimes. C'est l'image de notre vide dans l'espace ouvert. Maintenant, imaginez que vous placiez 2 navires très proches l'un de l'autre dans cet océan. Les vagues les plus grandes ne pourront pas entrer dans l'espace étroit situé entre les coques des bateaux. Seules les petites ondulations, dont la longueur est inférieure à la distance séparant les navires, pourront s'y former. En revanche, à l'extérieur des navires, toutes les tailles de vagues continuent de frapper les coques. Il en résulte une pression extérieure bien plus forte que la pression intérieure, ce qui finit par pousser les navires l'un contre l'autre. Dans le vide quantique, le processus est absolument identique. Les fluctuations quantiques sont des ondes de probabilité de divers champs. Dans l'espace libre, le vide contient des fluctuations de toutes les fréquences et longueurs d'onde imaginables. Mais lorsque nous installons 2 plaques métalliques, nous créons une contrainte pour le vide. Entre les plaques, seuls peuvent exister les photons virtuels dont les ondes s'insèrent un nombre entier de fois dans cet intervalle. Toutes les ondes trop longues sont exclues de cet espace. Par conséquent, la densité d'énergie du vide entre les plaques
devient légèrement inférieure à la densité d'énergie du vide à l'extérieur. Cette différence infime crée une force physique réelle. Le vide extérieur pousse littéralement les plaques l'une vers l'autre. C'est une idée qui défie l'entendement. L'absence même d'onde génère une force, mais le plus frappant se produisit des décennies plus tard. Pendant longtemps, les chercheurs tentèrent de mesurer cette force expérimentalement. C'était une tâche d'une complexité inouïe, car la force de Casimir est minuscule. Pour qu'elle devienne détectable, les surfaces doivent être idéalement parallèles et la distance microscopique, car la moindre poussière ou charge électrique parasite pourrait fausser les résultats. La véritable percée eut lieu en 1997, lorsque le physicien Steve Lamoro mena une expérience de haute précision au laboratoire national de Los Alamos. En utilisant des technologies avancées de mesure par balance de torsion et des lasers extrêmement précis, il confirma la prédiction de Casimir avec une exactitude de 5%. Plus tard, d'autres équipes améliorèrent encore ce résultat, portant la précision à 1%. C'était la preuve irréfutable. Le vide n'est pas une absence, c'est un milieu physique capable d'exercer une pression sur des objets macroscopiques. Nous avons enfin appris à peser le néant et nous avons découvert qu'il possède une puissance réelle. L'effet Casimir n'est pas seulement une curiosité de laboratoire. Il est aujourd'hui devenu un défi majeur pour les ingénieurs travaillant dans les nanotechnologies. Lorsque vous essayez de concevoir des mécanismes minuscules, des nanomoteurs ou des puces électroniques de nouvelle génération où les pièces sont séparées par des distances de quelques nanomètres, l'effet Casimir commence à se manifester pleinement. Les composants finissent par coller les uns aux autres sous la pression du vide et le mécanisme cesse de fonctionner. On appelle ce phénomène le collage quantique. Les scientifiques doivent donc ruser pour tromper le vide, en utilisant des revêtements spéciaux ou en modifiant la géométrie des pièces, pour tenter de transformer cette attraction en répulsion. Mais si nous quittons les nanotechnologies pour les échelles de l'univers, l'effet Casimir nous offre une clé pour comprendre comment l'énergie du vide peut influencer la structure même de l'espace. Certains physiciens théoriciens, comme Miguel Alcubierre, discutent sérieusement de la possibilité de créer des bulles de distorsion pour voyager dans l'espace plus vite que la lumière. Son modèle de moteur à distorsion repose sur la création d'une zone avec une densité d'énergie négative à l'arrière d'un vaisseau spatial. Bien que cela nécessite des quantités colossales d'énergie, le principe de fonctionnement avec une pression de vide négative puise son inspiration directe dans l'effet Casimir. Dans le monde de la physique, la pression négative est une chose très étrange. Un gaz ordinaire appuie de l'intérieur vers l'extérieur pour tenter de se dilater. Un vide, avec une pression négative, se comporte au contraire comme une bande élastique tendue. Il possède des propriétés antigravitationnelles. Et comme nous allons le découvrir, c'est précisément ce comportement du vide qui force actuellement notre univers à s'étendre de plus en plus vite. L'effet Casimir nous a montré que le rien est un système dynamique. Nous pouvons modifier ses propriétés et manipuler son énergie. Cette découverte a brisé l'ancienne vision de l'espace comme un simple contenant passif. Le contenant lui-même est un acteur central de tous les processus physiques. Lorsque vous observez les deux plaques dans l'expérience de Casimir, vous ne voyez pas seulement du métal, vous voyez une frontière derrière laquelle le vide change sa structure. Cela nous rappelle que toute la matière de l'univers n'est qu'une impureté dans l'océan des champs quantiques. Nous avons longtemps cru que la matière était l'élément principal et le vide le décor. L'effet Casimir affirme le contraire. Le vide est l'océan et la matière n'est que le rivage qui donne sa forme aux vagues. Si le néant est capable de déplacer des plaques métalliques, de quoi d'autre est-il capable ? Quels autres secrets se cachent dans les zones de l'espace où il nous semble qu'il n'y a que de l'obscurité ? Shutterstock explore. Jusqu'à la fin des années 1990, la communauté scientifique était presque unanimement convaincue d'une chose. L'expansion de l'univers, initiée par le Big Bang, devait inévitablement ralentir avec le temps. La logique derrière cette certitude était d'une simplicité désarmante.
La gravité, exercée par la masse colossale de toutes les étoiles et de toutes les galaxies, devait agir comme un frein puissant, tentant de ramener toute la matière vers un centre commun. La seule véritable question qui agitait les chercheurs était de savoir si cette force de gravitation serait suffisante pour stopper net l'expansion et provoquer un effondrement final, ou si l'univers continuerait de s'étendre éternellement, mais à un rythme de plus en plus languissant. C'est en 1998 que deux équipes d'astronomes menées par Saul Perlmutter, Adam Rees et Brian Schmidt firent une observation qui allait provoquer un véritable séisme intellectuel. Ils étudiaient des supernovae très particulières, dites de type 1A. Ces astres sont ce que les astrophysiciens appellent des chandelles standards, car nous connaissons avec une précision extrême leur luminosité réelle. En mesurant leur éclat apparent depuis la Terre, nous pouvons calculer la distance qui nous en sépare et en observant leur décalage vers le rouge, nous déterminons la vitesse à laquelle elles s'éloignent de nous. Leurs résultats tombèrent comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les supernovae lointaines étaient beaucoup plus ternes que prévu. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Elles se trouvaient bien plus loin que ce que tous les modèles cosmologiques de l'époque prédisaient. La conclusion devint alors inévitable et proprement stupéfiante. L'univers ne ralentit pas du tout. Au contraire, il s'étend de plus en plus vite. Une force inconnue, tapie dans l'ombre, est en train de repousser les galaxies les unes des autres avec une vigueur croissante, surmontant sans peine l'attraction de la gravité. Cette force invisible a été baptisée l'énergie noire. Mais quelle est sa nature profonde ? Aujourd'hui, l'explication la plus solide dont dispose la science est que l'énergie noire n'est rien d'autre que l'énergie intrinsèque du vide lui-même. C'est cette fameuse constante cosmologique qu'Einstein avait introduite dans ses calculs, avant de la rejeter avec regret. Il s'avère que l'espace vide possède une pression interne, mais une pression d'un genre totalement inhabituel, une pression négative. Pour bien comprendre ce concept, il faut s'imaginer une réalité qui défie notre intuition quotidienne. Un gaz ordinaire dans un récipient appuie sur les parois de l'intérieur vers l'extérieur pour tenter de se libérer. Le vide, lui, agit de manière opposée. Imaginez une bande élastique que vous étirez. Plus vous tirez dessus, plus l'énergie stockée à l'intérieur augmente et plus elle cherche à se contracter. Cependant, dans le cas de l'espace-temps, cette tension de la structure même de la vacuité agit comme une forme d'antigravité. Selon les équations de la relativité générale, cette pression négative engendre une force de répulsion globale. Le caractère le plus déconcertant de l'énergie noire réside dans sa densité constante. Lorsque l'univers s'étend et que le volume d'espace augmente, la densité de la matière ordinaire diminue logiquement. Les étoiles s'éloignent, mais la densité de l'énergie noire, elle, ne change absolument jamais. Cela signifie qu'à mesure que l'univers grandit, son énergie totale augmente proportionnellement. Chaque nouveau centimètre cube de vide qui apparaît apporte avec lui sa propre dose d'énergie noire. C'est la preuve ultime que le vide est une matière active et créatrice. Aujourd'hui, les chiffres donnent le vertige. L'énergie noire représente environ 70% de toute la masse et de toute l'énergie de l'univers. Si l'on y ajoute les 25% de matière noire, dont nous ne percevons que l'influence gravitationnelle, il ne reste que 5% pour la matière ordinaire. Tout ce que nous avons jamais vu, tout ce que nous pouvons toucher, les planètes, les êtres vivants et les soleils, ne sont qu'une infime impureté dans cet océan de vide dominant. Mais pourquoi cette force se manifeste-t-elle avec tant d'éclat maintenant ? Dans les premiers milliards d'années suivant le Big Bang, l'univers était petit et dense. La matière y était si concentrée que sa gravité dominait largement le jeu et l'expansion ralentissait effectivement. Mais il y a environ 5 milliards d'années, soit à l'époque où notre propre système solaire commençait à se former, l'univers a atteint une taille telle que la densité de la matière est tombée sous un seuil critique. À cet instant précis, l'énergie noire du vide a pris le dessus.
elle est devenue le moteur principal du cosmos. Et depuis lors, l'accélération ne cesse de s'intensifier. Cette découverte soulève des questions angoissantes sur le futur de notre réalité. Si le vide continue de pousser l'espace avec une telle fureur, dans des centaines de milliards d'années, toutes les autres galaxies auront franchi l'horizon des événements. Elles s'éloigneront de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière et leur éclat ne nous atteindra plus jamais. Notre Voie lactée se retrouvera alors comme un îlot solitaire, perdu dans un océan absolument noir, vide et glacé. C'est le scénario du grand froid. Il existe cependant une hypothèse encore plus radicale, le grand déchirement. Si la densité de l'énergie du vide devait augmenter avec le temps, ce que les physiciens appellent l'énergie fantôme, alors un moment viendrait où la force d'expansion deviendrait si monstrueuse qu'elle commencerait à déchirer les galaxies elles-mêmes. Ensuite, elle vaincrait la gravité des systèmes stellaires et arracherait les planètes à leur étoile. Dans les derniers instants de l'histoire de l'univers, ce sont les atomes eux-mêmes qui seraient émis en pièces, et l'espace-temps finirait par se dissoudre dans le néant. L'énergie noire est la manifestation suprême de la matière du vide. Elle est la preuve irréfutable que la vacuité possède une volonté propre, une force agissante qui décidera, en fin de compte, de l'épilogue de toute l'existence. Chaque nouvelle mesure effectuée dans le cosmos profond nous apporte des nouvelles de plus en plus étranges sur ce rien qui est en réalité tout. Nous ne faisons que commencer à déchiffrer les règles de ce jeu cosmique où le vide est le maître absolu. Nous avons appris à considérer le vide comme l'état possédant l'énergie la plus basse possible. Cependant, la physique moderne apporte une précision qui peut s'avérer terrifiante. Ce minimum d'énergie n'est peut-être pas le plus bas qui puisse exister dans l'absolu. Imaginez un ballon qui roule dans un paysage de collines et de vallées. Ce ballon peut s'arrêter dans une petite cuvette située sur le flanc d'une montagne, ou bien il peut rouler jusqu'à la vallée la plus profonde située tout en bas. Ces deux positions sont des états de repos, des minima d'énergie, mais la petite cuvette sur le flanc de la colline représente un repos instable, un équilibre précaire que les physiciens nomment un vide faux. Il suffirait d'une petite impulsion pour que le ballon franchisse le bord de sa cuvette et dégringole vers le bas de la montagne, libérant une quantité colossale d'énergie dans sa chute. Selon une hypothèse troublante, le vide dans lequel nous vivons depuis des milliards d'années pourrait être précisément ce vide faux. Quelque part, au-delà de notre horizon actuel, il existerait un état d'énergie encore plus bas, le vide vrai. Si cette théorie est exacte, notre univers se trouve dans un état de métastabilité, suspendu au bord d'une catastrophe cosmique qui pourrait se déclencher à tout instant. Pour comprendre le mécanisme de ce danger, nous devons nous intéresser au champ de Higgs. Ce champ invisible imprègne chaque recoin de l'espace et donne leur masse aux particules élémentaires. En 1964, Peter Higgs et ses collègues ont théorisé son existence, mais il a fallu attendre l'année 2012 pour que le grand collisionneur de Hadron ne confirme la découverte du boson de Higgs. Chose inquiétante, les caractéristiques précises de ce boson, notamment sa masse et sa force d'interaction, suggèrent que notre vide actuel n'est probablement pas l'état le plus stable de la nature. Le potentiel du champ de Higgs est souvent représenté sous la forme d'un chapeau mexicain. Pourtant, les calculs fondés sur le modèle standard de la physique indiquent que les bords de ce chapeau pourraient s'abaisser brusquement à des énergies extrêmement élevées. Cela signifie que l'état actuel de notre univers n'est peut-être qu'un compromis temporaire. Si le vide décidait de basculer vers ce niveau d'énergie inférieur, nous assisterions à ce que l'on appelle la désintégration du vide faux. La mécanique quantique nous enseigne qu'un tel basculement pourrait se produire par un effet tunnel. C'est comme si notre ballon traversait soudainement la paroi de sa cuvette, sans avoir besoin de passer par-dessus le bord. En un point aléatoire de l'espace, une minuscule bulle de vide vrai pourrait ainsi apparaître. À l'intérieur de cette bulle, les lois de la physique seraient radicalement différentes. La masse des particules changerait et les interactions fondamentales seraient totalement transformées. Le plus effrayant
est que cette bulle commencerait à s'étendre dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Nous ne pourrions jamais la voir venir. La paroi de la bulle, chargée d'une énergie monstrueuse, traverserait notre galaxie en un éclair, restructurant instantanément chaque atome de notre corps. Nous disparaîtrions avant même que nos neurones n'aient le temps de transmettre le moindre signal de douleur ou de surprise. Ce scénario, décrit mathématiquement dès les années 70 par Sidney Coleman, représente la fin absolue de la matière sous sa forme actuelle. Ce n'est pas une simple explosion, c'est un effacement complet du système d'exploitation de notre univers. Toutefois, il n'y a pas lieu de céder à la panique immédiate. D'abord, notre univers existe depuis 13,8 milliards d'années sans qu'aucune bulle de vide vrai ne soit apparue, ce qui prouve que la barrière qui nous protège est extrêmement solide. Ensuite, comme le suggère Roger Penrose, nos théories actuelles sont peut-être encore incomplètes. Il est possible que des effets de gravité quantique ou de nouveaux champs inconnus stabilisent notre vide et en fassent, en réalité, un vide vrai. Pour mieux visualiser cette situation, on peut comparer notre univers à de l'eau en état de surfusion. Il est possible de refroidir de l'eau pure en dessous de 0 degré sans qu'elle ne gèle, tant qu'elle reste parfaitement immobile. Mais à la moindre secousse, elle se transforme instantanément en glace. Notre réalité est peut-être une phase temporaire, un compromis fragile entre l'énergie et l'entropie. Cette idée nous oblige à repenser la nature même de la matière. Si tout ce que nous connaissons dépend de l'état du vide, cela signifie que nous ne sommes qu'une forme de congélation de l'espace-temps. Si le vide venait à fondre ou à changer de phase, nous cesserions d'exister sous notre forme actuelle, bien que notre énergie subsisterait sous une apparence totalement inimaginable. Les recherches les plus récentes, publiées dans de prestigieuses revues scientifiques, continuent d'affiner la masse du boson de Higgs, nous plaçant sans cesse à la frontière de la stabilité. Pourquoi la nature a-t-elle choisi un équilibre aussi précaire? Est-ce le fruit du hasard ou la signature d'une loi de symphonie plus profonde? Le vide n'est pas un récipient inerte, il ressemble à une corde tendue qui peut, à tout instant, changer de note ou se briser. Cette fragilité rend notre existence d'autant plus précieuse et miraculeuse. Notre exploration de la matière du vide nous mène désormais au bord d'un précipice vertigineux, l'horizon des événements des trous noirs. C'est dans ces régions de gravité extrême que le vide commence à se comporter de façon si étrange que les lois de la physique classique s'effacent totalement. C'est ici que le génie de Stephen Hawking a opéré en unifiant la relativité générale et la mécanique quantique pour révéler une vérité bouleversante. Pour saisir la portée de cette découverte, nous devons impérativement nous souvenir de la nature des particules virtuelles. Comme nous l'avons vu, le vide est le siège d'une naissance et d'une disparition permanente de paires de particules et d'antiparticules. Dans des conditions normales, leur existence est si brève qu'elles demeurent indétectables. Elles empruntent pour une fraction d'énergie à l'univers et la restituent instantanément. Cependant, lorsqu'une telle paire surgit exactement à la frontière d'un trou noir, le destin de la vacuité bascule. L'horizon des événements représente le point de non-retour absolu. Tout ce qui franchit cette limite est condamné à disparaître à jamais dans les profondeurs du trou noir. Imaginons qu'une paire de particules virtuelles apparaisse précisément sur cette ligne invisible. La force de gravitation est alors si colossale qu'elle parvient à séparer les deux partenaires avant qu'ils n'aient le temps de s'annihiler mutuellement. L'une des particules est irrémédiablement aspirée à l'intérieur de l'horizon, tandis que la seconde est projetée avec force vers l'espace lointain. Une question légitime surgit alors. D'où provient l'énergie nécessaire pour transformer ces entités virtuelles en particules réelles? La réponse de Hawking est d'une audace fulgurante. Cette énergie est directement prélevée sur la masse du trou noir lui-même. La particule tombée à l'intérieur possède, du point de vue d'un observateur extérieur, une énergie négative qui vient amputer la masse de l'abîme. Parallèlement, la particule rescapée emporte avec elle une énergie positive, créant ce que nous appelons le rayonnement de Hawking. Cela signifie une chose incroyable,
Les trous noirs ne sont pas éternels. Le vide, que nous percevions comme un spectateur passif, se révèle être un prédateur actif capable de vider de sa substance l'objet le plus dense de l'univers pour la transformer en chaleur et en lumière. Plus un trou noir diminue en taille, plus ce rayonnement s'intensifie, accélérant son évaporation jusqu'à une explosion finale d'une luminosité inouïe. Cette activité du vide soulève le célèbre paradoxe de l'information. Si un trou noir finit par s'évaporer totalement, qu'advient-il de l'information contenue dans les objets qu'il a engloutis au fil des éons? Ce débat passionne les chercheurs depuis des décennies, menant certains à proposer que notre univers serait une sorte d'hologramme où toute l'information d'un volume en 3 dimensions est inscrite sur la surface bidimensionnelle du vide. Mais le vide nous réserve une autre surprise de taille, l'effet Unruh. Cette théorie nous apprend que la perception même du vide dépend de notre mouvement. Si vous restez immobile dans le vide, vous ne percevrez rien d'autre que le zéro absolu. Mais si vous accélérez brusquement de façon phénoménale, le vide se mettra littéralement à chauffer autour de vous. Vous vous retrouverez plongé dans un bain de particules brûlantes, alors que pour un voisin se déplaçant à vitesse constante, l'espace restera désespérément vide. Le vide est donc relatif. Il est le fruit d'une interaction complexe entre les champs et celui qui les observe. Cette relativité bouleverse notre conception de la réalité. Elle nous rappelle que le vide n'est pas un objet extérieur, mais le fondement même de notre existence. Au terme de ce voyage, nous comprenons que nous ne vivons pas simplement dans l'espace. Chaque électron et chaque quark qui constitue votre corps est une excitation des champs du vide qui ont toujours été présents. Nous sommes, au sens littéral, une portion du vide qui s'est animée, a pris forme et a acquis une conscience pour contempler sa propre complexité. Comment expliquer que les propriétés de ce vide soient si précisément ajustées pour permettre notre apparition? L'une des réponses les plus probables aujourd'hui réside dans l'idée du multivers. Dans un océan infini de fluctuations quantiques, d'innombrables univers-bulles naîtraient en permanence, chacun possédant ses propres lois physiques. Nous aurions simplement eu la chance immense de naître dans l'un des rares univers où les paramètres du vide sont hospitaliers. Une autre voie, plus géométrique, suggère qu'il existe une raison mathématique fondamentale reliant le vide, la matière et le temps comme les 3 faces d'une même figure. L'avenir nous dira si nous parviendrons un jour à dompter cette puissance. Des scientifiques discutent déjà de la possibilité d'extraire de l'énergie des fluctuations du point zéro ou d'utiliser des bulles de distorsion pour franchir les distances intersidérales. L'étude de la vacuité nous ramène ainsi à une sagesse ancienne. Rien dans l'univers n'est véritablement isolé. Nous sommes reliés aux étoiles les plus lointaines par la trame même de la réalité que nous partageons. En conclusion, notre récit est celui d'une humanité qui a appris à voir l'invisible. Nous sommes passés du déni du néant à la reconnaissance de sa souveraineté absolue sur le monde. Ce que nous avons appris dans 100 ans n'est qu'une infime couche d'écume au bord d'un océan sans fond. La pièce que vous pensiez vide au début de ce film est en réalité saturée de lumière invisible, de particules naissantes et d'une énergie qui gouverne le destin des galaxies. Le vide n'est pas une fin, il est la source originelle. Et peut-être comprendrons-nous un jour que notre existence est le moyen qu'a trouvé le vide pour s'émerveiller de lui-même. Car désormais, nous le savons. Ce que nous appelions le rien est en réalité le tout. C'est là que réside le plus grand trésor jamais découvert par l'esprit humain.